Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau live. Avant le début du live, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est simple, amateur de foot. Et donc ce soir, on va accueillir Hicham El Alaoui, qui est le frère de Mehdi, qu'on a accueilli il y a quelques semaines. Je pense que ça va être un live super intéressant, pardon. Hicham était T3 à Serein, car il y a eu du nouveau. On va vous en parler tout de suite. Donc, du coup, je lance l'invitation. L'icône question, je les poserai à la fin du live. Et bonsoir, Hicham. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation d'abord. Non, merci à toi d'avoir accepté et merci à ton frère aussi. Avec plaisir. On va commencer, on va se lancer directement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, dis-nous en 2-3 mots qui tu es. Donc, je suis Hicham El Alaoui, j'étais adjoint et analyse vidéo cette saison au RFC Serein, donc en D1B. Et donc, on a réussi à faire une super saison et à faire monter le club en D1A. Voilà. Tu peux nous dire, avant qu'on revienne sur la saison de Serein, comment tu as débuté dans le football? Je pense que le football, c'est un peu une affaire de famille chez vous. Oui, je suivais mon frère d'abord, qui a commencé bien avant moi, donc étant plus âgé. Donc moi, je le suivais au bord du terrain et j'aimais bien jouer avec le ballon à côté de ses entraînements et de ses matchs. Donc j'ai commencé à Montagnier, là où mon frère a joué, mais j'étais pas inscrit parce que j'étais trop jeune. Je devais avoir 4 ans, 4 ans et demi. Et donc j'ai eu la chance après de commencer directement et d'être inscrit officiellement au Standard. D'accord. Et donc là, j'étais parti pour 10 ans, presque 10 ans au Standard, chez les jeunes. Et donc après, j'ai atterri à Visé. Et c'est finalement un mal pour un bien parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver à jouer en équipe première. D'accord. Voilà, c'est là que j'ai commencé en équipe première. La première équipe qui m'a donné ma chance avec une équipe senior, donc c'est le CS Visé en division 3. D'accord. Très bon niveau quand même. Même si c'est pas le Standard, c'est quand même très bon niveau. Non, bien sûr, c'était bien. Puis j'avais 18 ans, donc j'étais encore très jeune. Ouais. Et on a réussi à monter en division 2, donc c'était déjà pas mal du tout. D'accord. Et après ça, qu'est-ce que tu as fait au niveau joueur? Après, j'ai pas mal bourlingué entre les équipes de nationales et puis je suis redescendu un petit peu après par la suite en promotion notamment. Mais déjà à ce moment-là, je combinais une carrière parallèle de coach chez des jeunes et une carrière de joueur. Donc j'ai commencé très tôt à combiner les deux. D'accord. Et donc voilà, ça fait bien longtemps que je sens que j'ai le coaching dans la peau, si on peut dire. C'est pareil, t'es inspiré par ton frère ou ça t'est venu naturellement? Non, je crois que ça m'est venu naturellement. J'ai commencé à suivre les cours d'entraîneur très tôt. Et donc, Ouais. je crois que c'est ce qui a aussi enclenché un petit peu le processus. Et je crois que c'est à 23 ans, donc il y a déjà 10 ans que j'avais commencé les cours. Et donc à ce moment-là, j'étais joueur de niveau national toujours. Ouais. Donc c'était pas évident de combiner les cours, les travaux pour les cours, ne pas rater d'entraînement, etc. C'était un peu compliqué. Mais j'ai eu la chance que partout où je suis passé, les dirigeants de club de combiner les deux. Ça coupe un peu. Oui, est-ce que vous m'entendez là? C'est un peu coupé. Ouais, là, c'est parfait. Donc je disais, j'ai commencé très tôt à combiner les deux, donc j'ai eu la chance. Ça recoupe encore. Je sais pas si tu nous entends, mais ça coupe et ça lag là. Je sais pas si je suis le seul ou. Alors, attendez. On attend qu'Hicham revienne. Je pense que je vais le réinviter, pardon. Un petit souci technique, ça peut arriver. Désolé, c'est reparti.
C'est reparti si Hicham peut se reconnecter. Ça va, on est bon là? Là, c'est bon. Ton frère dit que tu habites à la campagne, c'est pour ça que tu as des problèmes de réseau. C'est sans doute ça, c'est sans doute ça. Mais je disais, donc j'ai commencé très tôt à combiner les deux. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des dirigeants très compréhensifs et donc ils me permettaient parfois de rater l'un ou l'autre entraînement pour pouvoir suivre les cours, etc. Donc, j'ai eu de la chance de ce côté-là. Quand tu as commencé à prendre tes cours de coach, t'aspirais encore à devenir joueur professionnel à un plus haut niveau, genre D1 ou D2, ou dans ta tête c'était déjà fini? Non, parce que quand j'ai commencé les cours d'entraîneur, si je dis pas de bêtises, j'étais en D3. Ouais. Bon, là j'aspirais à jouer le plus haut possible, mais j'avais plus de, je veux dire, j'avais plus, comment dire, pas l'envie ni la motivation, mais en étant lucide, je sentais bien que le moment était passé. D'accord. Donc voilà, j'aspire à jouer au niveau le plus haut possible, mais à quelque chose qui me permettait de continuer à suivre les cours. D'accord. Donc, et du coup, tu arrêtes ta carrière de joueur à 33, à quel âge? Je veux pas dire de bêtises, à quel âge? Là, j'ai 33 ans. D'accord, là, tu as 33 ans, tu as arrêté à 28? Bah, je suis resté affilié, après non, à 28, après j'ai continué. J'ai joué au niveau provincial pendant 2 ans. Et puis là, ça fait 2 saisons que je suis affilié au club de Euzy. C'est un club provincial qui est tenu par un ami. Mais j'ai quasiment pas eu l'occasion de jouer pour eux. C'est impossible de jouer. Non, puis surtout au niveau des sanctions, des blessures, etc. C'est impossible. Imaginez que je sois suspendu le dimanche et que pour le match à Westerlo, je ne puisse pas être sur le banc. Ça, c'est impensable. C'est compliqué. Évidemment. Bah, du coup, au niveau du coaching, ta première réelle expérience, elle débute quand et où? Elle a débuté très tôt, puisque à 24 ans, j'avais déjà une équipe de jeunes. D'accord. Et donc c'est le FC Liège qui m'a donné l'occasion de commencer avec des plus jeunes. Donc déjà à 24 ans, j'étais lancé dans le grand bain. Ouais, c'est super tôt. Donc c'est tôt, et puis voilà, comme je vous ai dit, il fallait combiner ça avec un job de joueur aussi. Donc, ouais. Voilà, il y avait pas mal de paramètres qui rentraient en compte, mais j'essayais de faire ça du mieux possible, et surtout je ne voulais pas bâcler les deux. Ouais, c'est compréhensible. Hicham, tu sais que tu peux me tutoyer. Sans problème. Mais je sais pas si vous avez l'écho aussi, j'ai peut-être essayé d'enlever les écouteurs. J'ai pas d'écho du tout. Non? Ah, parfait alors. Donc, 24 ans, FC Liège, première expérience, ça se passe plutôt bien? Ça se passe très bien. Je suis resté là 1 an et demi. Ouais. On m'a laissé l'occasion de dans le club après la première saison. Voilà, vous m'entendez bien là? Parfait. Et donc j'ai fait donc 1 an et demi de travail là-bas avec des très jeunes. J'ai commencé en U13, si je ne dis pas de bêtises, au mois de décembre. Et j'ai fait 1 an et demi et puis le Standard m'a contacté. D'accord. Donc, et là, au Standard, pour quel poste? Là, j'ai commencé chez les petits, donc en bas de l'échelle, avec des U. Donc, voilà. Au départ, c'est pas ce à quoi je fait. Mais bon, faut bien commencer en bas. Et puis, c'est ton club de cœur, pardon, un grand club comme le Standard, quand il frappe à la porte, c'est dur de refuser. Bien sûr. C'est une autre structure, niveau logistique, infrastructure, c'est incroyable. Le potentiel humain aussi. Les joueurs qu'on a à la disposition, c'est quand même autre chose. Sans dénigrer évidemment les joueurs, les petits gamins que j'ai connus au FC Liège qui étaient géniaux. Ah ouais, non, mais c'est sûr, c'est professionnel et c'est à un autre level. Bien sûr, évidemment. Et donc voilà, c'est là que j'ai fait mes débuts. Et petit à petit, au Standard, j'ai pris un peu de crédit. Je crois qu'on appréciait aussi un petit peu mon travail, et donc j'ai réussi à grimper les échelons.
et pour arriver jusqu'au U19 où j'étais adjoint de Stéphane Goudy, avec qui on a été champion en U19, quoi. D'accord. Et du coup, après ça, c'est là que tu signes à Charleroi. En fait, au standard, j'ai une charge horaire qui est énorme. Bon, si on veut bien faire le travail, du boulot, il y en a énormément. Et à côté de ça, je suis enseignant de formation, donc j'ai un temps plein à l'école, quoi. Donc, au niveau boulot, il y a énormément à faire. Et Charleroi, ça faisait quelques années qu'il me contactait. Mais c'est la première année où il venait avec un contrat pro à la clé. D'accord. Donc, mon choix était vite fait. Je me suis dit que c'était le moment de basculer dans le foot pro. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont compétentes, qui ont les capacités pour aller dans le foot pro, mais qui ne se créent pas les opportunités non plus. Si on est occupé avec un boulot non-stop et qu'on est tenu par des engagements dans le boulot, si même l'opportunité elle se présente devant soi, on peut pas la saisir, quoi. Ouais, c'est clair que c'est compliqué. Donc là, j'ai l'occasion d'aller au Sporting de Charleroi avec un contrat pro. D'accord. Et donc voilà, je sens que là-bas, j'ai la confiance des dirigeants, etc. Donc je suis pas resté longtemps, mais ça a été une très belle expérience au niveau sportif. Je suis resté 7 mois et on a fait d'excellents résultats parce qu'on avait un classement inespéré pour un club comme Charleroi chez les jeunes à ce moment-là. On avait Chez déjà Charleroi, tu prends pareil les U19. J'ai des U16. D'accord. Et en même temps, je suis responsable de la coordination pour les analyses vidéo pour les jeunes. Donc c'est là que j'ai D'accord. commencé un petit peu à devoir toucher, à couper les séquences, etc., quoi. Parce que au standard, on avait quelqu'un qui était full time pour les jeunes, au niveau des coupes vidéo, etc. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je revoyais nos matchs, je notais les timecodes, je notais tout ce que je voulais, et l'analyse s'occupait de lui, de couper, de mettre en page, etc. D'accord. Attends, À 30 Charleroi, secondes. c'était devenu mon boulot, quoi. D'accord. Je vois qu'on dit qu'il y a trop d'écho. Moi, je t'entends très bien. T'entends un écho, toi, de ton côté? Voilà. Ça a l'air d'aller. Là, parfois, j'ai l'écho, mais bon, un petit peu, oui. Moi, j'ai pas d'écho. J'espère que c'est pas trop dérangeant pour les gens qui suivent le live. Juste, dites-moi, l'écho vient d'où? J'attends un peu. C'est bizarre. Sinon, je vais mettre mon casque si ça vient de moi. Du coup, oui, revenons à Charleroi. Du coup, tu deviens analyste à temps plein, c'est ça? Bah, je suis entraîneur des U16 Ouais. et coordinateur de l'analyse vidéo pour les jeunes. D'accord. Et pour ça, tu as fait une formation ou tu as appris Non, de de toi-même? manière autodidacte. J'ai d'abord commencé à couper avec des programmes très simples, les séquences. Et donc après, j'ai suivi pas une formation, mais j'ai suivi, on peut appeler ça une formation, mais j'ai suivi ça à Tubize avec les analyses de Roberto Martinez. Et c'est un plan en fait qui a été mis en place par Roberto Martinez justement après la Coupe du Monde, où il voulait créer en fait une communauté d'analystes. Et donc tous les clubs professionnels, donc D1A et D1B, étaient obligés de répertorier 3 analystes. D'accord. Et donc les analystes, ils recevaient du matériel de la fédération, mais en contrepartie, ils se devaient d'assister à cette formation obligatoire. Et là, donc j'ai pris du galon et un peu d'expérience. J'ai appris à toucher à divers outils, etc. là-bas aussi. D'accord. Et ça, moi encore, je te perturbe un peu. L'écho, du coup, il vient de toi. Et peut-être que tu as le Bluetooth encore activé sur tes écouteurs ou pas. Ça va comme ça? Pour moi, c'est parfait. Je pense que ça va. Je pense que là, ça va. Donc oui, du coup, Roberto Martinez, sélectionneur de l'équipe nationale, c'est sûr que tu as dû apprendre énormément. Oui, on avait la chance d'être encadré donc ils sont 3 analystes, hein. 3 analystes Ouais. de Roberto Martinez qui nous dispensaient la formation. On avait aussi les gens de Huddle Sports Score, notamment, qui venaient aussi
qui assiste aussi à ces formations et qui dicte les formations. Donc c'est quelque chose de très très enrichissant. Et là, on sent évidemment la qualité des intervenants. Quand on voit l'analyste en chef de Roberto Martinez, ça pouvait être un très grand entraîneur, du moins au niveau de sa connaissance tactique. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que ça a été quelque chose de très enrichissant. Et là, on arrive au bout de la 2e année de formation déjà. Et donc, il y avait un accord dès le départ pour 3 ans. Donc, quoi qu'il arrive, l'année prochaine, il y aura encore un an de cours pour cette communauté d'entraîneurs. D'accord. Et toi, quand tu as commencé quand tu as commencé en tant que coach, c'était dans un coin de ta tête, l'analyste vidéo, tu te disais, non, moi, je veux juste être coach T1, comme on dit en Belgique, et puis quelqu'un d'autre s'occupera de l'analyse vidéo. Non, c'était pas du tout dans un coin de ma tête, pas du tout. Puis c'est quelque chose aussi que j'ai découvert entre guillemets sur les nouvelles méthodes, en regardant ce qui se passait ailleurs, etc. Puis j'avais la chance au Standard de pouvoir bénéficier de ça avec un analyste qui était là avec nous. Et donc voilà, j'ai commencé à moi faire le boulot, je vais dire correctement, en revoyant les matchs, etc. Et de fil en aiguille, j'ai atterri là-bas à Charleroi, donc j'ai dû m'occuper de ça. Et puis voilà, surtout quand j'ai atterri à Serein, c'est D'ailleurs, dis-nous comment t'atterris à Serein. Ah, petite parenthèse, à Charleroi, tu as travaillé avec Monsieur Diawara? Avec Samba, oui, notamment. Samba? Coach des 21. Oui. C'est ça, ok, d'accord, c'est un ami. Ah voilà, très bonne personne. Très, très bonne. Ok, du coup, comment tu arrives à Serein t'arrives en D1B? C'est ça. En fait, Emilio est arrivé, Emilio Ferreira, le coach principal, est arrivé 10 jours avant moi, en fait. 10 jours avant moi. Et 10-15 jours, ouais, maximum 15 jours. Et donc moi, je quitte Charleroi pour une raison qui dépasse le cadre sportif et footballistique propre. Donc ça touchait à des dirigeants de club, etc., qui voulaient m'imposer certaines choses. Et moi, j'étais pas prêt à ça. D'accord. Donc au niveau de l'intégrité que j'avais et de la confiance mutuelle que j'avais liée avec les joueurs, c'était pas possible de faire ce qu'on me demandait de faire. Et donc j'ai préféré quitter le club. Et en début janvier, c'était début janvier. Et dès que j'ai quitté le club, en fait, j'ai appris que Serein recherchait un analyste vidéo. D'accord. Et donc, sachant qu'Emilio était le coach là-bas, je l'ai contacté puisque je l'avais rencontré très brièvement, mais je l'avais rencontré quelques fois au Standard, puisque ma dernière année au Standard, lui était adjoint de Michel Prudhomme. En fait. Et tout doucement, il commençait à inculquer les bases d'une nouvelle philosophie qu'il voulait mettre en place à l'académie. Donc, j'avais commencé à toucher un petit peu à ces méthodes, mais très, très vaguement et de manière imprécise. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, au début, j'étais pas très favorable à tout ça. Donc, mais c'était la méconnaissance, en fait. C'était la méconnaissance de la philosophie et du système qu'il voulait qui faisait qu'au début, j'étais pas contre, mais j'avais mes doutes, quoi. Ouais. Et donc, voilà. Donc, je vois qu'Emilio a besoin de quelqu'un à Serein, je le contacte. Et là, il me dit, écoute, Hicham, ici, on a besoin d'un analyse vidéo. Je suis là depuis 2 semaines et j'en ai déjà consommé 2. Un peu de pression. Voilà. Il me dit, est-ce que tu penses que tu es capable de faire le travail? Et je lui dis, je vais faire de mon mieux et je pense que oui. Et donc, ça a collé directement et voilà, on est parti, quoi. D'accord. Et à Serein, tu faisais que de l'analyse, pardon? En fait, je suis arrivé donc au mois de janvier pour finir la saison en D1 amateur. Ouais. Là, il y avait déjà un entraîneur adjoint et il y avait déjà un T3. Et moi, je venais me greffer en plus, quoi. Mais maintenant, il y a 2 types d'analystes, quoi. Il y a ceux qui sont vraiment des génies de l'informatique et qui bossent sur l'ordinateur H24. Ouais. Donc, qui font pas du terrain, etc. Et il y a les gens qui ont une formation d'entraîneur comme moi et qui ont dû, par la force des choses, toucher à ça. Et ces gens-là, ils ont besoin de terrain, quoi. Donc moi, dès le début, en fait, j'étais sur le terrain tout le temps, à aider dès qu'on avait besoin de moi ou quoi que ce soit.
Et tout le travail que j'avais en vidéo, ben, je le faisais avant les séances, après les séances, à la maison. Mais j'avais absolument envie d'être sur le terrain pour voir. C'était ça qui m'intéressait, pour découvrir ce qu'Emilio faisait, pour apprendre de ses méthodes. Donc, j'étais très curieux par rapport à ça. Et donc voilà, c'est comme ça que de fil en aiguille, ben, fin de saison, le T3 n'a pas été conservé et le club m'a demandé de faire les deux boulots, quoi. D'accord. Et pour toi, c'était pas trop de travail? T'étais d'accord pour ça? Pour toi, à mon avis, c'était plutôt arrangeant vu que tu gardais un côté terrain important. Évidemment, à partir du moment où on me proposait du terrain, moi, c'est ce qui m'allait. Rester dans un bureau à travailler sur des vidéos, faire que ça, c'est pas mon domaine du tout. D'ailleurs, Donc, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste un analyste vidéo au niveau professionnel, du coup, pour une équipe de Division 2? oui, bah, d'abord, il y a la préparation du match suivant. Hein, donc, il y a l'analyse de l'adversaire. D'accord. Donc, là, on regarde plusieurs matchs de l'adversaire, que ça soit collectivement ou individuellement. Et on montre quelque chose à l'entraîneur, on propose quelque chose à l'entraîneur, notamment leurs points forts, leurs points faibles, s'il y a des individualités à signaler. Ça, c'est la première partie. Après, c'est lui qui décide évidemment de ce qu'on va montrer, de ce qu'on va pas montrer. Ça, c'est l'entraîneur principal qui prend toutes ces décisions, évidemment. D'accord. Ça, c'est la première partie. Après, bah, vient la préparation du match au niveau vidéo. Donc, ce qu'il a validé, bah, on va le mettre sous un canevas informatique pour le proposer aux joueurs. Ensuite, il y a la présentation du match. Donc, ça, c'est la partie théorie d'avant-match. Il y a certains entraîneurs qui veulent montrer ça la veille du match. Il y en a qui montrent ça après le repas, le jour du match. Donc ça dépend un petit peu des entraîneurs. Et c'est à ce moment-là notamment qu'on montre la composition d'équipe aussi, la composition probable de l'adversaire, etc. Et on rappelle quelques faits tactiques, peut-être techniques aussi qu'on veut illustrer et que ce soit tout frais pour les joueurs juste avant le match. Puis il y a toute l'analyse post-match évidemment. Donc là c'est toute notre découpe de toutes nos séquences de jeu en fonction de notre philosophie. Surtout bah voilà quand on sait comment le coach fonctionne, ce qu'il veut, etc. Comme c'est venu au fil du temps avec Emilio, moi j'arrivais 24 heures, même pas 24 heures, parfois 12 heures après le match. J'avais déjà quelque chose à lui proposer de concret, au niveau du débriefing de match. D'accord. Donc, pour bien faire comprendre aux gens qui suivent le live, pour être analyste, il faut quand même s'y connaître en football. C'est pas juste de la découpe, c'est pas juste être bon avec un ordinateur. Disons qu'il y a, quand je suis arrivé au club, je parlais des timecodes tout à l'heure, que je fonctionnais avec l'analyste au standard. Quand je suis arrivé à Sera, bon, évidemment, l'entraîneur, il ne sait pas trop de quel bois se chauffe l'analyste hein, quand il le découvre. Donc moi, au début, il passait son temps, dès qu'il voulait quelque chose, même des matchs internationaux qu'on voulait montrer, etc., ben, il passait son temps à décortiquer tout le match, à me noter tous les timecodes qu'il voulait, etc. Et moi, je faisais que du séquençage, quoi. Donc, je coupais tout ça. Et évidemment, par la suite, il n'y avait plus besoin. Il me disait, Cham, faut que tu retrouves ça, ça, ça et ça dans tel match, ou débrouille-toi pour trouver ça, ça, ça et ça. Et c'était à moi de faire le boulot, et après, je lui faisais une proposition, quoi. D'accord. Et une autre question, ça peut arriver qu'un joueur te demande une vidéo d'un match précédent ou je sais pas, une chose particulière sur un match, ouais. Bien sûr. Bah, pareil, hein, voilà, comme on fonctionne au niveau individuel pour l'adversaire, on fonctionne aussi au niveau individuel pour notre équipe. Donc ça, c'est le même principe. Ouais. D'accord. Okay. Et puis il y a des séquences vidéo aussi parfois qu'on ne fait pas de manière collective pour des débriefings de match. Parfois l'entraîneur il préfère qu'on monte certaines séquences individuellement à certains joueurs. Donc ça on planifiait des rendez-vous avec les joueurs, des rendez-vous individuels et on montrait ce qu'on voulait leur montrer de manière individuelle, quoi. Le débriefing ne se fait pas uniquement de manière collective. D'accord. Super intéressant. Mais beaucoup d'heures du coup, beaucoup de travail, je suppose. Beaucoup d'heures. Ouais. Ça on s'arrête jamais en fait. Même à la maison, quand on rentre à la maison, je suis sur l'ordinateur et je continue à travailler parce qu'il y a toujours des choses à faire. Puis parfois quand l'entraîneur il demande de retrouver
je vais dire, je sais pas, une contre-attaque en particulier. Je vais dire, il me demande toutes les contre-attaques qui ont été menées d'une certaine manière depuis le début de saison. Ben, on est reparti, quoi. Donc là, il faut travailler, quoi. J'imagine même pas ce que ça doit être dans un grand club, un club qui joue la Ligue des Champions, ou c'est impossible de faire ça tout seul. Mais les clubs qui font la Ligue des Champions, ils ont une demi-dizaine au moins d'analystes. Ouais. Hein. Ils ont une équipe, c'est impossible pour je sais qu'à un moment donné, il y a l'équipe de Southampton, rien que pour l'académie des jeunes, ils avaient 13 temps plein. Donc là, c'est à l'excès évidemment, hein, mais c'est pour montrer la dimension que ça peut prendre. Quoi. Ouais, c'est énorme. Voilà. Parle-nous un peu de la saison exceptionnelle de Serein. Tu l'as vécu de l'intérieur. Je pense qu'en début de saison, vous n'êtes pas du tout donné favori. Et vous faites une saison exceptionnelle jusqu'à des barrages et une montée. Ben d'abord, la montée en D1 amateur. Donc, quand le staff est arrivé en place, Serein était en 6e position en D1 amateur. Donc, pas du tout dans les places qualificatives pour un tour final ou pour une montée. Je crois que l'équipe de Danes, qui était en tête du championnat, elle avait, si je ne dis pas de bêtises, 24 points d'avance. Donc, c'était terminé pour la lutte pour le titre, quoi. Et je vais dire, l'équipe a progressé de manière significative très rapidement. On s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce groupe. Et donc voilà, par cette philosophie qui a été mise en place par Emilio, je vais dire les progrès se font voir très vite. Et donc directement, on arrive à enchaîner une série de très bons résultats qui nous font remonter au classement. Et on se retrouve même 3e juste avant l'arrêt pour le Covid, quoi. Ouais. Et on venait de battre les 2e et on avait un match en moins. Donc au point perdu, on était même devenu 2e, quoi. Et il se trouve que le club qu'on venait de battre juste au-dessus, c'était pas du tout un club qui ambitionnait de monter. Il n'avait pas les moyens de proposer des contrats professionnels, etc. Et donc par le jeu des licences, voilà comment on se retrouve en D1B. En D1B, ouais. Avec un des plus petits budgets, si pas le plus petit budget de la série. Et donc voilà, d'abord nous évidemment la première chose qu'on espère, c'est le maintien. Ouais. En arrivant en D1B, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre par rapport à la qualité de notre noyau et ce qu'on va rencontrer. Pas du tout. C'est la grande inconnue en fait. Ouais. Donc avec un gros travail au niveau technico-tactique pendant la préparation pour que les joueurs assimilent vraiment bien la philosophie. La période post-Covid aussi, donc en préparation de la D1B, on a fait quelque chose de très bien, qui a été très efficace. En fait, on avait vu que la Bundesliga avait repris donc, bien avant nous et les joueurs n'avaient quasi pas eu de préparation post-Covid. Et le nombre de blessés explosait. Les joueurs n'étaient juste pas prêts à ça, quoi. Donc, nous, on a fait une préparation d'avant-saison de 9 semaines. D'accord, c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, les 3 premières semaines, ça a été simplement une réathlétisation. Donc, pendant 3 semaines complètes, parfois 2 fois par jour, c'était même tous les 2 jours, il y avait un jour, une séance, un jour, 2 séances. Pendant 3 semaines, ils n'ont pas touché de ballon. Mais pas touché de ballon du tout. On dû vous détester pendant 3 semaines. Que tout ce qui est renforcement, proprioception et du travail, évidemment, aérobie, quoi. Voilà. Ouais. Pendant 3 semaines complètes. Donc, ça a été quelque chose qui était très dur, mais bon, ils se rendaient bien compte qu'il y avait besoin de faire ça, quoi. Et surtout que après, le travail physique et l'intensité qui était demandé dans la partie foot était tellement énorme que tout de suite ils ont compris en fait qu'il fallait être à niveau physiquement, quoi. Ouais. Donc ça c'est la grosse différence où je me suis rendu compte vraiment une des différences qu'Emilio Ferreira apportait par rapport aux autres entraîneurs, c'est l'intensité dans les séances. C'est quelque chose d'absolument dingue. Et donc, on a même des joueurs qui ont évolué à un autre niveau que Serein. Comme cette année, on a eu la grande chance d'avoir Danijel Milicevic, qui a fait partie de l'équipe et de l'épopée fabuleuse de Gand quand ils ont été très très loin en Ligue des Champions notamment.
Ouais. Lui nous dit au niveau de l'intensité, moi je n'ai jamais connu ça. Vous n'avez jamais vu ça. Donc voilà, quand un gars comme ça nous dit ça, bah, c'est que ça a de la valeur ce qu'il dit. Ouais, c'est clair. Donc voilà, les joueurs étaient bien préparés, ils ont bien boulotté. Et la préparation s'est faite comme on voulait, mais je vais dire que c'était pas aussi flamboyant qu'on pourrait le croire. C'était normal, c'était une bonne prépa, on a vu de bonnes choses. Mais encore une fois, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Pour le premier match, c'était à Lommel. Et là, pour le premier match, on a déjà fait un premier feu d'artifice, quoi. Vous comptez parmi vos joueurs un buteur d'exception je pense qu'il est dans c'est les 3 meilleurs joueurs nominés de D1B. Ouais, c'est ça, voilà. La Pro League a décidé, enfin, ils ont choisi un autre joueur qui est l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise, Van Zer. Ouais. Mais nous, on avait la chance d'avoir un joueur différent, ouais. Ouais. Et du coup, avec le Covid, vous n'avez pas eu trop de difficultés au cours de la saison? Parce que ça modifie quand même énormément la donne. On a eu un petit passage à vide de 3-4 semaines. Mais ça, c'était post-Covid, donc je vais dire après une rafale qui nous a mis plusieurs joueurs dehors. Et toutes les équipes ont eu à un moment donné dans la saison cette mauvaise passe. Westerlo l'a eu au tout début et ça leur a été fatal, quoi, parce que dès le début ils ont été un peu lâchés, un peu derrière nous, alors que je vais dire avec l'Union Saint-Gilloise c'était l'outsider numéro 1 pour monter. Donc au niveau de budget c'est quelque chose qui n'est pas du tout comparable à nous. Et donc voilà, quand on parle de 3 à 4 fois supérieur au nôtre, c'est vraiment ça au niveau du budget. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, plus la saison avance, plus vous voyez que vous tenez le choc et dans la tête des joueurs et du staff, est-ce que vous vous dites bon, c'est bon, on veut jouer la montée? Bah non, pas forcément. Non. On s'est dit que, je vais dire, l'appétit venant en mangeant, bah, tout doucement, on a commencé à se dire il y a peut-être quelque chose d'autre à faire, mais jusqu'à la trêve, le premier objectif, ça restait le maintien. Ouais. Et puis, je vais dire, 3 matchs avant la trêve, on n'avait jamais basculé hors des 2 premières places, quoi. Hein. Sur l'entièreté de la saison, je pense qu'il y a 2 ou 3 journées où on n'est pas dans les 2 premières places. Donc, quand on arrive quelques matchs avant la trêve, là, on se regarde avec le staff et on se dit, on va proposer un autre objectif aux joueurs, c'est d'essayer à la trêve d'être dans les 2 premiers, quoi. Ouais. Et voilà que je pense qu'on fait un 7 sur 9. Donc, évidemment, on finit juste avant la trêve 2e. Et là, bah, on se dit, on peut pas en rester là. Je vais dire, non, mathématiquement, on n'était pas encore sauvés, mais le LIRS était tellement loin que on s'est dit, il peut plus nous arriver cette descente, quoi. Donc, plus au maintien. Voilà, on va se dire, allez, on est des compétiteurs, les joueurs aussi, on avait découvert des personnes extraordinaires, des joueurs avec une mentalité incroyable, un talent qui commençait à se révéler aussi chez certains. Et surtout une progression incroyable pour la plupart. Et là, on s'est dit, allez, il faut aller chercher autre chose, quoi. Donc, on a fixé ensemble avec le coach et le groupe. Il a décidé de lancer un défi aux joueurs et de se dire, on va essayer finalement d'aller chercher cette 2e place. D'accord. Et on a tenu jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout et sans jamais vaciller. Donc, voilà, bravo aux joueurs. Bravo aux joueurs et bravo au staff. Oui, c'est tout un club, hein, bien sûr. Non, c'est clair. Et du coup, les barrages contre Waasland, là, vous dites, on peut le faire. Bah voilà, quand on arrive à un match de barrage, évidemment, là, on se dit, ça se joue sur 2 matchs. Donc, certains nous disaient plutôt perdant sur 2 matchs. Ils avaient vu notre match de coupe, notamment contre le Standard. Ils avaient vu qu'on avait montré de bonnes choses sur un terrain très, très difficile. Et les gens se disaient sur un match, peut-être qu'on pouvait les battre. Mais sur 2 matchs, ça paraît plus compliqué. Et donc pour la petite anecdote, on avait déjà préparé pas mal de choses en pensant que ça allait être micro. Et donc, il a fallu jeter tout ça à la poubelle pour les 15 dernières minutes de la dernière journée de Pro League. Et donc, on s'est concentré sur Waasland et on a vraiment préparé ça de manière optimale. On n'a laissé aucun détail au hasard. Et que ce soit collectivement ou individuellement, le coach
a vraiment fait un boulot incroyable pour tout décortiquer avec précision dans le jeu de Wasland. Et quand on voit qu'ils avaient un attaquant de très bon potentiel, où on en parle d'ailleurs maintenant dans des clubs de Pro League et qui va certainement signer dans les clubs de Pro League, qui est Michael Frey. Et ce joueur, il n'a eu quasiment aucune occasion contre nous. Rien, on lui a rien laissé. Et ça c'est le travail de recherche de l'entraîneur. Et toi, du coup, pardon de te couper, mais du coup, tu as dû visionner un maximum de matchs de Wasland pour faire tes découpes? Ouais, j'ai en tout, je crois avoir vu 9 ou 10 matchs de Wasland. En l'espace de combien de temps? Le match aller s'est déroulé directement, en fait, une semaine après, 7 jours après notre dernier match de championnat. On a joué Wasland, quoi. Donc, c'était 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines de folie. Ouais, 2 semaines de folie. Mais voilà, ça valait la peine et comme je dis, on n'a rien laissé au hasard. Et on avait décortiqué les façons dont ils attaquaient, comment ils arrivaient à joindre l'attaquant. Et nous, en contrepartie, on avait vu aussi les solutions qu'on devait amener pour contrer ça, comment défendre sur l'attaquant, dans quel type de situation, etc. Les attaques, comment on devait les mener, toutes les reconversions. C'était vraiment beaucoup plus complet que ce qu'on a fait pendant toute la saison parce que, je vais dire, ici, on jouait contre un adversaire qui, théoriquement, c'est un adversaire plus fort parce que ça vient de D1A. Et que là, on s'est concentré beaucoup plus sur l'adversaire et nous, juste en insistant sur ce qu'on devait améliorer. Au contraire de la saison où l'entraîneur, il préférait insister beaucoup plus sur notre jeu que de parler de l'adversaire. D'accord. Si je ne me trompe pas, au match aller, vous faites 2-2. On fait 1-1 chez nous. 1-1, mais en dominant. Voilà, au niveau technique, il y avait déjà pas photo au match aller où on a fait un match incroyable. Mais on était mené en plus, 0-1 contre le cours du jeu. Et on arrive à égaliser dans la fin, quoi, en fin de match. Et là, tout le monde, les spectateurs avaient un peu un avis partagé dans le sens où voilà, on a montré qu'on était au-dessus, mais les autres ont montré que c'est l'efficacité, quoi. Ils ont une demi, ils sont là, quoi. Ouais. Donc voilà. De la D1. Et puis le match retour, là, on a. Sans pitié. Sans pitié, mais je pense que leur terrain, déjà notre terrain est assez grand, mais leur terrain était immense. Leur terrain était immense et ça les a pas aidés parce que nous, techniquement, on a survolé le match, quoi. Ouais. Donc même quand pareil, on était mené et même à ce moment-là, je pense que l'équipe n'a jamais douté. C'est ce qui a fait aussi que c'était une de nos forces, c'est que jamais les joueurs n'ont donné la pression de ne pas maîtriser les événements ou d'être submergés par l'émotion d'un tel rendez-vous. Pas du tout, pas du tout. On a eu affaire à une équipe très très mature et ça, c'était une vraie surprise pour nous. D'accord. Et le score final, c'est 5-2, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est une démonstration. Surtout les 20-25 dernières minutes, ils ont totalement explosé. Et nous, on peut pas dire on a été constant tout au long du match, mais ils ont vraiment explosé sur la fin où ça allait beaucoup trop vite. Nous, c'était beaucoup trop juste. Et voilà, on était dans un très bon jour, comme on a connu pendant la saison. Mais là, les dernières semaines avant la fin du championnat, on avait un peu inversé la tendance au niveau des chiffres, puisque première partie de saison, on avait une équipe où on marquait 5 buts par match, mais on encaissait aussi 3 buts. Mais c'est la philosophie de jeu aussi qu'on voulait prôner qui amenait à ça. Hein. Donc, quand on attaque à 6, c'est qu'on défend à 4. Ça laisse des espaces. Voilà. Donc, mais on voulait, dès le départ, le coach voulait imposer un football offensif, du beau jeu qui plaît, qui amène du plaisir, où on essaye de se procurer un maximum d'occasions. Voilà. Donc, on avait réussi, on avait notre attaquant justement qui était énormément en réussite au début de saison. Et donc, voilà, à l'image du premier match où on va jouer à l'Omel, je vous dis, on est dans l'inconnu et on finit par gagner 3-5. Ouais. Donc, premier match incroyable et ça allait en appeler d'autres, comme ça, quoi. Et deuxième partie de saison, naturellement, la courbe s'est inversée. On a commencé à marquer beaucoup moins, mais en devenant beaucoup plus tueurs, mais on n'encaissait plus.
On n'encaissait plus. Donc, on a fait finalement au départ, les journalistes, ils matraquaient, pas de clean sheet, Serein, pas encore de clean sheet. Et je pense qu'au bout du premier tour, si on a une clean sheet, c'est bien. Et finalement, notre gardien, il finit le championnat en étant deuxième au niveau du classement des clean sheets, quoi, avec 9 ou 10. Donc, c'est un petit exploit quand même. La courbe s'est naturellement inversée. Je dis naturellement parce que on a juste, on a continué à travailler avec précision et rigueur sur les aspects défensifs de notre philosophie sans rien changer. Mais les joueurs sont devenus beaucoup plus efficaces, beaucoup plus modérés dans leur façon d'attaquer, beaucoup plus matures. Moins dans l'inconnu, parce que là, vous arrivez de D1 amateur à D1B, donc c'est un peu l'inconnu. Une fois que tu as rencontré toutes les équipes, tu sais à peu près à quoi t'en tenir. Les équipes avaient la même vision pour nous, hein. Donc au départ, ils étaient un peu surpris par notre façon de jouer aussi, hein. Donc quand on retrouve l'arrière latéral droit qui va centrer, l'arrière latéral gauche qui est dans le rectangle pour reprendre le volet, au début ça surprend, hein. Et quand on a nos défenseurs centraux qui sont 15 mètres plus haut que la ligne médiane pour directement casser le rebond et mettre la pression sur les attaquants adverses, c'est des choses dont ils n'ont pas l'habitude de voir les autres, hein. Donc ils ont été surpris au début. Mais l'équipe a vraiment mûri et dans notre façon d'attaquer, dans notre façon de voir les choses. Je vais dire, on défend avec deux manières différentes, soit en zone, soit en man-man. Et l'équipe est devenue mature à tel point que la deuxième partie de saison, il fallait quasiment plus les guider dans ce registre-là, en fait. Ils passaient de l'un à l'autre naturellement et ils le faisaient eux-mêmes quand ils le sentaient, ils le faisaient, quoi. Donc, début de saison, quand il fallait enclencher quelque chose, l'entraîneur était là comme le détonateur. Et deuxième partie de saison, c'était même plus la peine. Eux, ils analysaient les situations et ils trouvaient les bons moments pour se dire là, on reste en zone ou là, on part en man-man. Donc voilà, c'est là qu'on a vu que l'équipe a réellement progressé au niveau maturité. Ouais. Et du coup, grosse fête à Serein, je présume, pour la montée en D1. Est-ce que ça a déjà été fait à Serein? Je suis pas sûr de ça. Serein a passé de D1 quand il y avait les Brésiliens notamment, etc. Serein, c'était une grande équipe en Belgique. D'accord. Et là, le stade, quand on voit les images, le stade était plein à craquer. Ouais. Après, ça s'est un petit peu perdu en route. Et ce qui est dommage cette saison, c'est qu'avec le Covid, on n'a pas su réellement mesurer l'impact qu'avaient nos résultats et le foot produit sur la venue des spectateurs au stade. Parce que je pense qu'il y aurait eu une très belle surprise, alors que Serein n'est pas connu du tout pour avoir un stade rempli maintenant, quoi. Ouais. Mais du coup, je pense que l'année prochaine, le stade sera plein. Plein, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal. Le stade était quand même relativement grand, mais oui, je pense que voilà, le fond de jeu, le jeu proposé et les résultats ont fait que le public, je pense, va revenir au stade, quoi. Ouais, je pense aussi. Mais du coup, j'ai appris dans la journée que tu ne seras plus à Serein. C'est ça, oui. J'allais te demander qu'est-ce qui allait se passer l'année prochaine à Serein, tes objectifs, mais du coup, dis-nous ce qui va se passer l'année prochaine. Et donc, pour toi. En fait, le coach principal, Emilio Ferreira, a décidé de quitter le club et de signer pour la Gantoise. Et donc, où il va devenir responsable de la formation des U16 au U21. D'accord. Et lui-même va prendre en charge l'équipe U21. Et donc voilà, lui m'a proposé de le suivre. Et donc voilà, le club de Serein m'a fait une proposition pour rester au club, mais j'ai senti que c'était le bon moment pour partir aussi. Et donc évidemment, quand un club comme la Gantoise vous offre quelque chose de très cohérent dans un super projet, et surtout que c'est Emilio Ferreira qui vous demande de venir, vous y allez, hein. Ne t'as pas hésité. Non, voilà. Le choix était un peu difficile parce que bon, il y a le fait d'être en D1A, d'abord. Ouais. Il y a le fait qu'on a vécu des super bons moments avec ce groupe, très talentueux et à la mentalité extraordinaire. On avait un groupe uni comme jamais.
Et puis il y a eu tous les bons moments qui reviennent aussi. Quand on parlait de l'accueil des supporters au retour de Waslan, c'était fabuleux quoi. Et encore, on avait été bloqué par je pense que c'était les supporters de Waslan mécontents qui manifestaient, qui voulaient pas nous laisser repartir après le match. Donc on est arrivé à Serein à 2 heures du matin. Ah ouais, quand même. Et la rue du stade était bondée, noire de monde. Le car ne savait plus avancer. On a dû abandonner le car là où il était, au milieu de la route. On est monté sur le toit du car. C'était la folie, c'était la folie. Et donc tous ces moments-là, bah, évidemment, font quand même hésiter. Puis on essaye de peser le pour et le contre. Il y a le côté familial aussi qui entre en jeu. Mais bon, finalement, j'ai décidé de rejoindre le projet très ambitieux de Gand. Et du coup, tes fonctions à Gand, c'est pas du tout en rapport avec l'équipe première? Non, on va pas toucher à l'équipe première. Donc moi, je serai entraîneur adjoint donc, et analyste d'Emilio avec les 21 et responsable de la méthodologie en U16 et en U18. D'accord. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, responsable méthodologie? Bah donc en fait c'est veiller à ce que la philosophie de jeu d'Emilio soit bien appliquée par les catégories U16 et U18 tout simplement au niveau de toute la philosophie, que tout soit bien réglé, par quoi on va commencer, ce qu'on va amener après, etc. pour que tout soit bien rodé, que les équipes deviennent le plus efficace possible, le plus rapidement possible et qu'il y ait une continuité au niveau de la philosophie dans les catégories de U16 à U21. Mais du coup, ça m'amène une autre question. La philosophie d'Emilio, elle est en accord avec la philosophie du coach de l'équipe première? Ils sont déjà connus. En fait, ils ont travaillé ensemble quand Hein van Azebroek était coach principal d'Anderlecht. Ouais. Emilio, à ce moment-là, était en 21 et il a amené toute la génération Amouzou, Salemakers, etc. au top. Et donc, forcément, surtout que c'était des joueurs, entre guillemets, qui étaient mis sur une voie de garage à Anderlecht. Et il a dit là-bas, non, tous ces gars-là, ils vont réussir. Donc, il faut taper dessus, il faut taper sur le clou avec ces joueurs-là. Et effectivement, il a eu raison. Il avait, je me rappelle à l'époque, une équipe incroyable parce que j'avais été voir un match au Standard entre nos U21 et ceux d'Anderlecht où Emilio était l'entraîneur. Ouais. Je me rappelle d'un match, c'était une boucherie. Tellement les joueurs d'Anderlecht surclassaient ceux du Standard. Et donc forcément, ben, quand on arrive à amener une jeune génération à devenir exceptionnelle comme elle l'a été, on gagne beaucoup de crédit, évidemment. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, toi, ça te convient parfaitement. Tout à l'heure, on parlait de la charge de travail à Serein. Là, ça va faire beaucoup de boulot aussi. Ça va faire beaucoup de boulot aussi, effectivement. Mais voilà, là, je suis rodé à ça. Donc, quand on est sur le lieu de travail aussi et focalisé quasiment toute la journée sur ça, voilà, on s'y met avec plaisir parce que c'est d'abord une passion. Et surtout dans le métier, il faut pas compter 16 heures, sinon on s'en sort jamais, évidemment. C'est clair, c'est clair. En parlant de coaching, tu as des coachs qui t'inspirent, chez qui tu vas piocher une philosophie de jeu? Mais en fait, la première chose, c'est que la première chose, c'est que avant de connaître Emilio, voilà, j'entraînais, je trouvais que je m'en sortais très bien, en toute humilité, et je me disais, t'es quand même pas mal comme coach. Et en fait, après, quand j'ai eu la chance de le connaître, de voir sa philosophie de manière plus approfondie, etc., en fait, ce qu'on prend, c'est une claque dans le visage et on remet tout en question, quoi. Donc moi, il a vraiment changé ma façon de voir le foot, comment enseigner le foot et comment bosser au niveau de mes séances d'entraînement. Ça, c'est le gros chantier. Ça, il a vraiment bouleversé tout ça au niveau de ma pensée. Et donc, par rapport à ces principes de jeu auxquels je suis devenu un réel partisan et pas seulement un suiveur, un adepte. Je suis devenu vraiment un adepte. Et dans ce sens-là, il y a Bielsa. On retire beaucoup de choses de Bielsa, même si on les adapte.
notamment au niveau du pressing, où on prend encore plus de risques, etc. Mais je vais dire, il y a des choses qu'on retrouve chez Bielsa. Au niveau de l'intensité de jeu, moi j'aime beaucoup Julian Nagelsmann. Je le connaissais déjà d'avant, quand il était à Offenheim, etc. Je regardais déjà. Et donc voilà, lui c'est bien aussi. Bon, évidemment, tous les amoureux de football doivent aimer Pep Guardiola. Ça me semble. Voilà, ça c'est ce qu'Emilio a réussi à faire à Serein, toute proportion gardée, c'est ce que Pep Guardiola fait avec chacune de ses équipes, quoi. Donc c'est-à-dire que quand on regarde le match, on sait dire ah, ça c'est une équipe de Pep. Ouais. Donc voilà. Son identité de jeu. Voilà, de A à Z, quoi. Donc de manière tellement précise, tellement développée et dans tous les secteurs de jeu qu'on sait bien, l'identité, elle est vraiment là, elle est très complète, quoi. Donc elle est vraiment reconnaissable et le style de jeu est vraiment reconnaissable et identifiable à un entraîneur. Et Emilio, c'est ce qu'il a réussi à faire à Sora. Et donc voilà, après pour tout ce qui est possession, etc., évidemment, Guardiola, c'est un génie du foot, mais voilà, Guardiola, Nagelsmann, Bielsa, ça c'est les trois. Et pas Mehdi. Et pas Mehdi. Chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. D'ailleurs, vu que vous êtes tous les deux entraîneurs, un jour faire partie du même staff, vous en avez déjà discuté ou c'est pas possible? C'est quelque chose qui pourrait avoir lieu, hein, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, après, nous on discute très souvent foot, mais faudrait voir aussi comment on va accrocher l'un avec l'autre. Ouais. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous avez les mêmes idées, les mêmes lui, je veux dire, il est aussi drillé et inspiré par un entraîneur principal avec qui ça colle très bien et qui a sa façon de voir le foot. Donc, mon frère aussi est porté par cette voie-là. Ouais. Et donc, faut voir comment on arriverait aussi à combiner ça tous les deux. Puis au niveau réellement coaching, on ne se connaît pas vraiment, hein, puisque je vais dire, on est en train de faire nos carrières de manière parallèle, donc on n'a pas vraiment l'occasion d'être au bord d'un terrain quand l'autre est en train d'entraîner ou en match. C'est clair. Donc discuter, c'est une chose, mais bon, comme la majorité des gens, dès qu'on arrive sur le petit banc, on a tendance à se transformer. Hein. Ouais. C'est clair, c'est clair. Et toi, pour l'instant, on va dire que tu es plus dans un rôle d'adjoint et dans le futur, tu te verrais devenir T1. Oui, bah, j'ai pas mal d'ambition, donc j'ai fait aussi tous les cours, j'ai suivi des formations, etc. pendant des heures pour espérons-le, arriver à ça plus tard. Mais voilà, je suis pas pressé. Je l'étais plus jeune en me disant, quand je suis arrivé au Standard, je me suis dit, oulala, il faut pas rester trop longtemps chez les petits, etc. Et puis finalement, j'ai calmé un petit peu cette ardeur, ce tempérament en me disant, mais regarde, tu apprends déjà des choses, même ici, quoi. Alors qu'au début, je me pensais plus malin que ça et je me suis dit, tu vas rien apprendre ici, tu perds ton temps, en fait. Et non. Les enfants, en fait, c'est un laboratoire extraordinaire puisqu'on peut tout essayer et on se trompe jamais, en fait. Ouais, c'est clair. Donc pour ça, c'était magnifique et chaque étape m'a permis d'évoluer. C'est comme finalement, quand on est joueur et qu'on a un entraîneur avec qui ça se passe un peu moins bien, on se dit celui-là, il ne vaut rien. Mais finalement, même de ces entraîneurs-là avec qui ça s'est moins bien passé, même si j'en ai pas eu beaucoup, hein, mais avec ces entraîneurs auxquels on se disait lui c'est quand même pas top, hein. Ben même de celui-là j'en ai retiré des choses, quoi. Ouais. Donc bien sûr avec du recul, avec un peu de maturité aussi et donc voilà, c'est un objectif à terme, mais je juge que d'abord dans mon apprentissage je dois continuer sur la voie dans laquelle je suis mis. Et puis après, il faudra évidemment que les opportunités se présentent. Ça, c'est encore autre chose, hein. Il y a beaucoup de demandes, mais l'offre n'est pas grande. Et, c'est un cercle très restreint et c'est très compliqué de rentrer. Donc là, je suis très content de mon travail et surtout, je suis encore dans l'apprentissage. Et voilà, quand je me sens très prêt, ben, je fais en sorte d'essayer d'avoir une opportunité. Mais là, je suis très bien dans mon rôle actuel. Non, ben,
après, en plus, t'es assez jeune, 33 ans pour un entraîneur, c'est super jeune quand tu vois que la plupart des coachs, c'est 50 ans, 65 ans, donc on va dire que t'as un peu le temps. Oui, j'espère quand même arriver à quelque chose avant 65 ans. Mais Moi aussi, j'espère comprendre, mais ouais, non, mais t'as le temps et puis, comme tu dis, t'es en apprentissage, bien sûr, t'apprends, tu te fais ton petit CV. bien sûr, bien sûr. Donc, Non, bah c'est déjà c'est pas mal déjà bien, c'est ce déjà que t'as bien. accompli. Voilà, je suis très content de là où j'en suis pour l'instant. Ouais, Et puis voilà, ça va être ma troisième année maintenant dans le milieu où je ne fais plus que ça. Donc c'est déjà une chance, c'est déjà une grande chance. Euh, donc voilà, j'aspire juste à continuer à bosser comme je le fais. Et bon, ce qui doit venir arrivera, mais je fais partie de ceux qui pensent que quoi qu'il arrive, quand tu bosses comme il faut, tu finis toujours par avoir une opportunité. ah, non, 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 c'est clair. C'est clair. Je me fais pas de soucis pour toi et puis pour Mehdi aussi. Je pense que vous allez avoir de belles carrières. C'est gentil, merci beaucoup. Pourquoi pas un affrontement en division 1 belge? Pourquoi pas, pourquoi Pas pas. mal. Ça serait pas mal. Moi, j'ai plus de questions. Si dans le public il y a quelques questions, c'est le moment. Donc n'hésitez pas. S'il n'y a pas trop de questions, je pense on va te libérer. Attends, laisse-moi checker ça. Alors ça bug un peu. Moi, par contre, j'ai une question. Je te l'ai pas posée, mais c'est plus au niveau de joueurs. Euh, Qu'est-ce qui t'a manqué pour atteindre un niveau un peu plus haut, pour jouer en division 2 sur la durée ou en division 1? D'abord, je pense que j'étais trop fragile que pour réussir. Physiquement? Fragile, fragile au niveau physique, ouais. J'ai eu pas mal de pépins. Alors qu'au niveau Ouais, hygiène de vie, ça a toujours été impeccable. Donc voilà, il y a des gens qui sont, c'est comme pour la cigarette, hein, il y en a qui vont fumer toute leur vie et qui n'auront jamais un cancer de la gorge, et il y en a qui vont à la première cigarette ou bien voilà. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer. Il y a plein de ouais, paramètres qui entrent en jeu. Mais moi d'abord, je pense qu'au niveau physique, j'étais pas prêt, pas taillé pour le haut niveau, beaucoup trop d'accord. fragile. Et j'ai traîné une pubalgie pendant énormément de temps. Puis je me suis blessé aux moyens adducteurs des deux côtés. J'ai eu le ménisque externe complètement enlevé quand j'avais déjà 15 ans. Waouh, Donc j'ai joué pendant 10 ans sur le cartilage avant de me faire les croisés à 25. ça fait Donc, déjà beaucoup. mais c'était déjà trop tard de toute façon. Hein. Il faut pas dire c'est à cause du genou. Non, non, non. 25 ans, c'était déjà trop tard pour moi pour réussir. Il y en a qui arrivent sur la durée un peu plus tard, mais moi c'était pas mon cas. J'avais déjà plus su y arriver. Le seul moment que j'ai eu, je veux dire, l'opportunité d'y arriver, c'est quand j'étais à Visé. On jouait les premières places en division 3 à ce moment-là. Saatron, qui était premier en division 2, m'a contacté. Et par l'intermédiaire de Marc Hendricks, qui était à ce moment-là le directeur technique de Saatron, c'est l'ancien joueur d'Anderlecht notamment. Et donc lui voulait me faire venir à Saint-Tron parce qu'il voulait en fait créer une équipe avec les meilleurs jeunes des divisions nationales entre guillemets D'accord. et essayer de rendre ce noyau compétitif en première division. Mais j'étais encore sous contrat avec Visé et donc ça ne s'est pas fait. Mais c'est la seule petite opportunité que j'ai eue. Mais je pense que sur la durée, de toute façon, c'était impossible. Tant physiquement, j'étais relativement fragile, même si au niveau performance, au niveau des tests, j'étais vraiment très bon, notamment au niveau de la capacité aérobie. J'ai toujours explosé les records. Mais, euh, mais au niveau vraiment purement physique, et je vais dire au niveau résistance des blessures, j'étais beaucoup trop faible dans ce domaine. D'accord. Et tu peux nous dire ton poste? Alors j'ai commencé en fait dans les postes offensifs, puis dans les équipes de jeunes au standard, je suis très vite redescendu en défense centrale. D'accord. Et puis je suis remonté petit à petit
sur le terrain pour arriver dans les équipes au départ, intégrer le noyau A de Visée en tant qu'extérieur droit et un joueur de ligne dans un 4-3-3 quoi. Et finalement, j'avais un entraîneur, Marc Wells, au bout de la 2e année dans le noyau A de Visée. Marc Wells, qui est un ancien joueur de Division 1. C'est simple, on doit jouer un match de coupe. Et justement, c'était Waasland à ce moment-là. Et King Waasland était en Division 2, je pense, à ce moment-là. On doit jouer un match de coupe et il n'y a pas de back droit. Il est forfait, donc il est blessé. Donc là, le coach me dit, tu vas jouer back droit. Et ok, voilà, lancé dans le grand back droit, alors que c'était que ma 2e saison chez les la première, je jouais devant, quoi. Et là, il me met back droit, un terrible match. Et j'ai plus jamais bougé de ce poste. D'accord. T'es le Thomas Meunier avant Thomas Meunier. Toute proportion gardée. Thomas Meunier, à ce moment-là, jouait encore. D'accord. Du coup, j'ai eu 2 petites questions entre-temps. Ton frère qui te demande quand est-ce que vous faites un judelange la Gantoise. Donc... On va essayer d'organiser ça. On va essayer d'organiser ça pendant la saison. Voilà. Pendant les stages de cet été, c'est peut-être possible. On va essayer de voir ça au plus vite. Ouais. Mais on fera ça chez nous parce qu'on a des billards, nous. Hein. Et pourquoi judelange, c'est pas ça? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je suis persuadé que le terrain, c'est une galette. D'accord. Et là, ça me suffit. Est-ce que tu penses que c'est possible avec la mentalité du football belge qu'un club donne sa chance à un jeune entraîneur à l'image d'un Nagelsmann? Moi, je vais répondre. Moi, je pense que oui. Il y a eu un entraîneur super jeune. J'ai oublié son prénom. C'est Ferreira d'ailleurs qui s'appelle aussi. Le plus jeune entraîneur, c'est Yannick Ferreira. Exactement. Et je crois qu'il avait même pas 30 ans. Il avait début de la trentaine, je pense. Hein. Quand il a coaché une équipe de D1, donc je pense que c'est possible. Mais dis-nous ta vision des faits. C'est plus compliqué ici en Belgique, dans le sens que d'abord les anciens joueurs sont tellement favorisés ici. Ouais. Et je dis ça sans rancune ou je vais d'abord juste allumer la lumière. Ça commence à faire noir. Et voilà. Et donc je dis ça sans rancune et sans aucune animosité ni jalousie par rapport à ça. Mais ici, on parle du principe en Belgique que tous les anciens joueurs vont faire de grands entraîneurs. Et donc voilà, c'est pas correct, ça, c'est pas quelque chose qui se vérifie. Et comme l'inverse est vrai aussi, je vais dire, on trouve des très bons entraîneurs chez les joueurs qui n'ont pas du tout fait une carrière professionnelle. Donc, ou qui n'ont pas perduré dans une carrière pro, tout simplement. Mais ici, en Belgique, on est trop axé sur le fait que les anciens joueurs pro ont quand même beaucoup plus de facilité à se créer des opportunités. Et de par ce fait-là, si on parle de ce principe-là, les joueurs pro, ils finissent pas carrière à 30 ans, c'est quelque chose de très rare. Ouais, c'est clair. Et ici, on retrouve un cercle d'entraîneurs très restreint au niveau du top belge, et quasiment toujours les mêmes entraîneurs. Toujours les mêmes qui tournent. Ouais. Et surtout, dès qu'il y a une équipe qui a des petites difficultés, etc., on voit des investisseurs étrangers. Et les investisseurs étrangers ont tendance à prendre des entraîneurs. Donc, pour Pierre Moucron, quand on a ça, qu'on veut, c'est de la concurrence en plus pour les entraîneurs belges et qui sont ici en Belgique et donc c'est compliqué. Donc ça fait aussi, ça rend la tâche beaucoup plus difficile pour les jeunes entraîneurs belges. Et si on doit faire un parallèle, en France, ils sont beaucoup formateurs. Et on voit que, mis à part certaines équipes où ils engagent des entraîneurs étrangers, c'est un fait de relativement rare. Les autres, c'est des entraîneurs français. Et, nous, on n'a pas cette pensée conservatrice. Et on ne fonctionne pas comme ça. Donc, la tâche beaucoup plus difficile. Et j'ai vu d'ailleurs quand Nagelsmann a signé sur les réseaux sociaux avec la tête de Nagelsmann.
et c'est écrit si ça se passait en France, c'est toujours à entraîner. Donc, C'est vrai. voilà. Mais en fait, le problème en France, c'est le coût de passer les diplômes. Ça coûte énormément d'argent. C'est aussi l'accès au diplôme. Je t'entends pas, pardon. Je t'ai pas entendu, ça coupé. C'est l'accès au diplôme aussi. Donc, pour pouvoir s'inscrire à la licence, il faut être accepté d'abord. Ouais. Et là, ils sont très difficiles. Hein. Ils sont très difficiles. Donc, c'est hyper compliqué de pouvoir postuler aux licences et même les licences UEFA tout simplement. Je parle même pas de la pro licence. Hein. Donc, ici, la difficulté, elle réside dans la pro licence essentiellement, où c'est plus compliqué d'être repris. Mais pour les autres licences, les prérequis sont pas extraordinaires. Donc voilà. J'avais eu cette discussion il y a quelques années, il y a peut-être 8 ans avec Felice Madou, quand il était entraîneur du White Star, et il tenait le même discours. Il me disait que, ouais, en Belgique, si t'as pas été joueur professionnel devenu coach, c'est très difficile pour un entraîneur d'accéder à l'AD1, à part si tu as des résultats exceptionnels. Et lui, il disait ça, il était au White Star, ça se passait correctement, mais sans plus. Et voilà, quand tu le vois, il a entraîné à Genk, il a entraîné à l'Union, il est monté, mais je pense que sans ces résultats, lui, il était plutôt défaitiste sur le fait d'entraîner en division 1 belge. Non, bien sûr, il faut un peu de réussite aussi. Hein. D'abord, il faut de la réussite, être là au bon moment et faire les bons résultats au bon moment. Et puis, il y a le facteur connaissance qui entre en jeu aussi, les relations. Il y a beaucoup de relationnel qui fait qu'on peut se créer une opportunité ou pas. Donc voilà, c'est ça aussi qui amène à ouvrir des portes. Donc c'est quelque chose qui est devenu dans le monde du foot. Et je pense que quand on a un travail qui est structuré, qu'on a un coach, à terme, on a la chance d'avoir des opportunités. Mais le plus dur, dans le fait d'entrer restreint. Donc je pense que en difficulté. Ouais, exactement. Je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Donc, je vais te remercier vraiment pour le live. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience. Je te souhaite le meilleur pour la suite. On va suivre tout ce que tu fais. J'ai déjà bientôt un ton frère. Donc, du coup, maintenant, on va suivre la famille, voir où vous allez nous emmener. On espère le plus haut possible. Bon courage pour ta nouvelle aventure. Merci bien. Merci beaucoup. Gantois, c'est quand même un des plus gros clubs belges. Donc, bon courage et puis on reste connecté. Super. Un grand merci à vous pour l'invitation. En tout cas, c'était un réel plaisir. Et non, je ne pense pas que le Luxembourg, c'est le Zimbabwe. Hein. Non, donc voilà. Un grand merci à vous en tout cas. Merci à toi et je te souhaite une bonne soirée. Merci, c'est gentil. Merci, c'est plaisir. À bientôt. Ciao. Donc voilà, merci à toutes les personnes présentes sur le live. J'espère que les soucis d'écho ne vous ont pas trop découragés. Encore merci à Mehdi pour la connexion. Merci beaucoup. Pour le reste, rendez-vous la semaine prochaine avec un superbe invité. Je vous le dis d'avance. Soyez là jeudi prochain. Et en attendant, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. N'oubliez pas aussi notre chaîne YouTube. Allez vous abonner pour retrouver tous les lives. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.